Donc bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Amandine Guillien, je suis doctorante en première année au laboratoire Vision, Action, Cognition de l'Université Paris-Cité et donc je fais un doctorat de psychologie cognitive. Je vais vous présenter un petit peu mon parcours et donc je vais le faire assez rapidement pour qu'on puisse avoir un temps d'échange questions-réponses ensuite. Donc du coup, Louise, tu peux. Ok, donc mon parcours post-bac, c'est le suivant. J'ai eu mon bac en 2014, donc j'ai eu un bac scientifique. Ensuite, j'ai tenté 2 fois le concours d'entrée en médecine à l'université Clermont-Auvergne. J'ai échoué 2 fois. Ensuite, donc j'ai intégré une licence de psychologie, toujours à l'université Clermont-Auvergne. En L3, je suis partie étudier pendant 6 mois en Angleterre, donc j'ai fait un Erasmus. J'ai étudié la psychologie interculturelle et les neurosciences, entre autres. À la fin de ma L3, donc en 2019, j'ai postulé à plusieurs masters. J'ai été prise au master psychologie cognitive fondamentale et appliquée, donc PCFA, à l'université Paris-Cité, master que j'ai validé l'an dernier, donc j'étais diplômée en 2021. Et au mois d'octobre, j'ai intégré le laboratoire Vision, Action, Cognition en tant que doctorante, grâce à un financement de l'Agence nationale de la recherche. Tu peux, ouais. Donc, au niveau de mes stages et travaux de recherche en master, donc en M1, j'ai fait un travail d'étude et de recherche avec Madame Virgilino Pérez et Madame Chabi au laboratoire Vision, Action, Cognition. Donc, c'était un travail qui portait sur l'interaction entre posture et perception visuelle, expression faciale émotionnelle, tout en tenant compte en fait du rôle de la personnalité. Et j'ai aussi effectué un stage de recherche appliquée à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique avec Madame Pellachot. Donc cette fois, c'était un stage qui visait en fait à développer des stratégies pour favoriser l'apprentissage grâce à des agents pédagogiques virtuels. Donc c'est un stage qui m'a un petit peu moins plu parce que j'étais en fait partie sur de la recherche fondamentale. Enfin, j'ai toujours préféré la recherche fondamentale, mais qui était quand même intéressant. Du passé. Et en M2, donc j'ai continué au laboratoire Vision Action Cognition, toujours avec Madame Virgilino Pérez et Madame Chabi. Donc j'ai fait mon stage et mon mémoire de recherche avec elle. C'était donc cette fois-ci sur le rôle de la personnalité dans la catégorisation émotionnelle de visages ambigus. Et en parallèle de mon année de M2, j'ai aussi fait du tutorat pédagogique auprès des étudiants de L1 et de L2 de l'université. Et en dehors de l'université, j'étais aussi responsable de création de contenu à la fresco, donc c'est-à-dire qu'en fait, je dirigeais une équipe qui avait pour mission de rédiger des articles de vulgarisation scientifique en sciences cognitives. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des différents types de financement qui existent pour faire une thèse. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est pas obligatoire en fait d'avoir des financements. On peut très bien faire une thèse sans financement. C'est juste que c'est pas plus compliqué du coup si on n'a pas de ressources par ailleurs. Mais voilà, donc là, les financements que je vais vous présenter, c'est ceux que je connais. Donc en fait, c'est ceux dont bénéficient les doctorants de mon laboratoire. Mais il en existe d'autres, je les connais pas tous. Donc voilà, ça, ce sont les 3 que je connais en fait. Donc le premier, c'est le concours de l'école doctorale. Donc en fait, donc généralement à la fin du M2, on va passer le concours d'école doctorale. Donc en fait, on va présenter son projet devant un jury. Il y a un certain nombre d'étudiants donc de différents masters qui vont présenter leur projet à l'école doctorale. Et donc, parmi les personnes reçues, enfin, les personnes reçues recevront en fait une bourse ministérielle qui va pouvoir financer leur doctorat, donc sur une durée de 3 ans. C'est un peu l'option classique. La deuxième option, du coup, c'est le financement CIFRE ANRT. Donc ça, c'est en fait un contrat tripartite entre un laboratoire, une entreprise et l'étudiant doctorant. Donc ça, c'est une option qui peut être intéressante, notamment si vous vous orientez vers le privé après votre thèse. Et donc, la dernière option que je connais, c'est le financement de l'Agence nationale de la recherche. Donc ça, c'est le financement dont moi j'ai bénéficié. En fait, souvent, ça va être des professeurs ou maîtres de conférences qui vont élaborer de gros projets. Ils vont les soumettre à l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, qui va les accepter ou non. Et donc, une fois qu'ils sont acceptés, le financement va être versé directement aux professeurs et maîtres de conf qui vont pouvoir recruter des postdocs et des doctorants sur le projet. Donc moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Du coup, c'est mes directrices de thèse qui ont obtenu, donc avec d'autres enseignants-chercheurs, un projet ANR. Et donc, ils m'ont recruté en tant que doctorante sur ce projet. Voilà. Donc ma thèse, elle est supervisée toujours par le professeur Dorine Virginino Pérez et par le docteur Laurent Chabi.
L'intitulé exact, donc c'est traitement visuel de stimuli émotionnels sociaux et non sociaux dans la boucle perception-action, le rôle des traits individuels. Et donc, pour le formuler de manière beaucoup plus simple, sur la diapo suivante, en fait, ça va être, enfin, j'étudie la perception visuelle des émotions en lien avec la personnalité. Donc, en fait, la manière dont la personnalité module la perception visuelle des émotions. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu des activités auxquelles on peut être amené à prendre part pendant une thèse. Donc, premièrement, il va y avoir les activités scientifiques qui sont en fait la composante principale de la thèse. Donc, les activités de recherche, d'expérimentation, desquelles vont découler des productions scientifiques. Donc, il y a différents types de thèses qui existent. Vous pouvez, alors c'était toujours de la diapo, voilà. Vous pouvez choisir de faire une thèse sur article ou sur publication ou pas. En ce qui me concerne, donc je fais une thèse sur article, ce qui signifie qu'à la fin de ma thèse, je dois avoir minimum 3 articles publiés ou prêts à être publiés en premier auteur. Donc, enfin là, comme vous pouvez le voir, j'en ai aucun pour l'instant. Mais voilà, donc à la fin des 3 ans, il faut que j'en ai au moins 3 publiés ou prêts à être publiés pour pouvoir avoir une thèse sur publication. Et donc, en dehors des articles en tant que production scientifique, il y a aussi les communications et colloques. Donc, du coup, là, pour l'instant, j'ai juste participé à des colloques de jeunes chercheurs à Paris, mais c'est vraiment encouragé et valorisé de faire aussi des congrès nationaux, internationaux, afin de présenter ses recherches, en fait. Voilà, on peut pouvoir montrer son travail soit sous forme de présentation orale ou soit sous forme de poster. Donc, en plus des activités scientifiques, il y a d'autres activités dans lesquelles vous pouvez plus ou moins vous investir en fonction de ce que vous souhaitez faire par la suite et en fonction de votre temps aussi. Donc, il y a déjà des activités et responsabilités administratives. Donc, à titre personnel, du coup, je suis co-responsable de l'organisation des séminaires du laboratoire Vision Action Cognition. Donc, ça veut dire que, en fait, on va inviter et organiser la venue de différents enseignants-chercheurs d'autres laboratoires, au laboratoire VAC, du coup, pour des séminaires. Et je suis également représentante des doctorants, donc au conseil de mon laboratoire, au conseil de l'école doctorale et au collège des écoles doctorales et HDR de l'Université Paris-Cité, donc qui représente 21 écoles doctorales, ça fait 3000 doctorants. Et donc la mission principale des représentants des doctorants, ça va être de défendre les intérêts des doctorants justement, et aussi de participer à plein d'autres types de missions, puisque par exemple, on va pouvoir faire partie de jury, on fait partie du jury du conseil de l'école doctorale, du concours pardon, de l'école doctorale. On fait partie des jurys pour des prix de thèse. Hein, une fois que les thèses sont soutenues, qu'elles sont soumises donc pour obtenir des prix, on peut les évaluer. Enfin, on fait partie du jury. Et également, on va voter. Quand un étudiant en fait, postule pour intégrer l'école doctorale, on va pouvoir voter pour l'accepter ou non dans l'école doctorale. Et en plus donc, des activités de recherche et administratives, il y a aussi les activités pédagogiques. Donc, par exemple, moi, j'ai été recrutée sur une mission doctorale d'enseignement au sein du service de psychologie cognitive expérimentale. Donc, ça veut dire qu'en fait, je donne des TD, je suis chargée de TD pour les L1 psychologie et les L3 psychologie en psychologie cognitive expérimentale. Et je participe aussi à l'encadrement de stagiaires dans mon laboratoire, donc principalement des L3 et des M1 PCFA. Donc là, je vous ai un petit peu parlé des missions complémentaires. Donc, parmi celles que je viens de citer, la seule qui est rémunérée, c'est la mission d'enseignement. Tout le reste, c'est sur la base du volontariat. Et donc, là, je vous ai présenté la mission d'enseignement qui est celle que moi j'ai choisie, mais il y a d'autres types de missions qui existent et qui sont peut-être plus pertinents, notamment si vous ne souhaitez pas devenir enseignant-chercheur, en fait. Donc, il va y avoir des missions d'expertise en entreprise qui vont consister principalement à faire du conseil ou de l'accompagnement de projets. Donc, en fait, l'émission, il va y avoir des durées maximum. Ça ne doit pas représenter plus de 1/6 du temps de travail, je crois, du doctorant. Du coup, ça va être donc pour la mission d'enseignement, 64 heures équivalent TD. Et pour les autres missions, c'est 32 jours maximum par an. Donc, il y a d'abord la mission d'expertise. Ensuite, du coup, il y a la mission de valorisation, non, de diffusion de l'information scientifique et technique. Donc, celle-ci, ça va être des tâches de mission de médiation scientifique, en fait. On va faire du journalisme scientifique, animer des ateliers pédagogiques, etc. Et donc la dernière mission, c'est la mission de valorisation des résultats de la recherche.
Et donc celle-ci, en fait, elle va consister à valider, par exemple, des méthodologies, à promouvoir des technologies, etc. Donc, mes perspectives après le doctorat, vu que je souhaite continuer en fait dans le milieu académique, je souhaite devenir enseignante-chercheuse. Donc, ce serait idéalement d'obtenir un post-doctorat et de me qualifier à la fonction de maîtresse de conférence. Mais voilà, du coup, il existe quand même des alternatives. Et en fait, le fait d'obtenir un doctorat, même si c'est un passage un peu obligatoire quand on souhaite justement avoir une carrière académique, ça peut aussi représenter un atout et une plus-value pour s'insérer en entreprise, par exemple, puisqu'en fait, on va développer une expertise pendant sa thèse, que ce soit donc pour le domaine théorique qu'on étudie ou pour la manipulation de certains outils. Donc, ça va dans tous les cas représenter un atout, une plus-value par la suite. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et du coup, je vous écoute si vous avez des questions, qu'on puisse échanger un petit peu. Bah, merci beaucoup. Franchement, c'était super intéressant. Je trouve qu'effectivement, toutes les questions autour des financements, de qu'est-ce qu'on fait concrètement pendant une thèse, c'est vrai que c'est un peu flou de l'extérieur quand on n'a pas encore expérimenté. Voilà, donc est-ce que du coup, comme tu me demandais, est-ce que quelqu'un a une question? Ok, si c'est pas le cas, ou ça peut venir après, moi je me demandais, à un moment tu parlais du fait que toi tu faisais une thèse sur publication, mais j'avoue, j'en ai jamais entendu parler, donc je me demande à quoi ça correspond et quelles sont les autres alternatives. Alors justement, du coup, la thèse sur publication, en fait, ça va être une thèse pendant laquelle on est contraint d'avoir au moins 3 articles. Donc, je ne me souviens plus exactement des modalités, mais il faut qu'il y en ait au moins un publié, quoi. Et après, je crois que c'est insoumis. Enfin, il y a je sais qu'il y a des modalités, je les connais plus exactement. En tout cas, à la fin de la thèse, il faut qu'il y ait 3 articles rédigés, quoi. Donc, enfin, publiés ou prêts à être publiés, quoi. C'est-à-dire qu'ils soient en reviewing. Et donc en fait, ça permet pour le manuscrit de la thèse, d'avoir une structure avec l'intro, les articles et la conclusion. En fait, enfin, ça permet de diminuer un petit peu le manuscrit. Sachant que du coup, si on fait pas de thèse sur article, on va avoir un manuscrit qui va être plus long, il me semble. Mais du coup, on n'a pas cette contrainte d'avoir ces publications-là, quoi. Ok, j'ai vu ton... Euh, du coup, j'ai vu qu'il y a une question dans la discussion. La mission d'enseignement, non, c'est pas obligatoire. C'est un choix. Et c'est pas, en fait, c'est pas dans le cadre de la thèse, mais en fait, la plupart des doctorants choisissent de faire une mission complémentaire parce que du coup, on est rémunéré pour la mission complémentaire. Donc voilà, souvent c'est un apport en plus, sachant que les contrats doctoraux sont pas non plus hyper bien payés, donc ça peut aussi permettre voilà d'augmenter un peu son salaire, quoi. J'ai une question. Oui. Je me demandais du coup, vu que vous avez beaucoup de missions d'enseignement de missions en général au-delà de votre thèse, c'est pas un peu compliqué à gérer niveau timing? Pour l'instant, ça va. Après, je suis qu'en première année, donc enfin, c'est vrai que normalement, les années les plus chargées, c'est plutôt la deuxième et la troisième. Mais en fait, si vous voulez, enfin, là, du coup, je vous ai un peu fait le listing de toutes les missions auxquelles je participe. Et il y en a qui prennent vraiment peu de temps au final. Enfin, par exemple, l'organisation des séminaires, bon, on organise des séminaires de manière assez régulière, mais au final, c'est juste inviter des personnes et organiser leur venue le jour où ils viennent. Donc, c'est pas non plus hyper chronophage. Pour ce qui est des missions de représentants doctorants, voilà, on doit participer au conseil, au bureau, mais enfin, en fait, on est toujours un titulaire et un suppléant. Donc, mettons, si vraiment vous êtes débordé, vous pouvez toujours vous faire remplacer par votre suppléant. Enfin, il y a ça reste, enfin, pour l'instant, en tout cas, pour moi, ça reste pas non plus trop, quoi. Ok, bah, en tout cas, bon courage pour la Merci. suite. Merci, puis ouais, merci pour l'organisation du séminaire, du coup. Hmm. Bah, on fait ce qu'on peut. En tout cas, oui, merci à toi d'avoir pris du temps. En plus, c'est pas forcément la période la plus light. Ça va, Voilà. merci. Voilà. Ok, bon, je vous laisse, du coup. Hmm. Bonne fin de Salut. journée.